on va donner la parole à deux intervenants qui ont des positions fort différentes. C'est pourquoi le timing de la soirée est en 4 temps. Le premier temps, 20 minutes, à Seppe de Mulder, qui est sociologue et qui est l'auteur d'un article contre le tirage au sort, qui est paru dans la revue Lava. Et voilà, je n'avance pas sur le contenu. Les deuxièmes 20 minutes seront octroyées à Franco Carminati, qui est militant à TAC Bruxelles 2 et qui a une position assez nette sur la question de la nécessité de ne pas fonctionner par représentativité pour atteindre la démocratie. Ensuite, on aura une troisième fois 20 minutes d'échange direct entre eux deux. Ne croyez pas à ce moment-là que vous n'aurez pas la parole. Le quatrième temps sera pour vous, pour poser des questions, faire vos commentaires, donner vos avis et débattre. Alors avant de lancer le sujet, je vous signale que nous avons d'une part toutes nos conférences qui sont enregistrées, filmées grâce à notre collègue Alex, et que toutes ces vidéos sont visibles sur Internet, donc vous allez sur notre site et vous pouvez revoir, ou sur le truc YouTube TAC Bruxelles 2, là, vous pouvez revoir tout ça, repasser en boucle pour essayer de tout comprendre. Et puis on a une bibliothèque de livres militants ou qui nous intéressent sur nos thématiques que vous pouvez emprunter pour 55, je crois. Ou même pour non, c'est gratuit, il y a un petit dépôt, une caution de 5 €, mais c'est gratuit. Voilà, c'est la caution, c'est tout. Les DVD se trouvent ici. Et même des DVD. Ok. Mais là-dessus, on va donner la parole à Seppe de Mulder. Bonjour, vous m'entendez comme ça? Magnifique. Avant que je commence, je veux quand même expliquer, je ne suis pas francophone comme langue maternelle, j'habite à Louvain, je suis néerlandophone, mais comme je suis membre de combattre le mouvement jeunesse du PTB, le mouvement étudiant en fait, bon, je dois parfois parler le français aussi, donc je sais m'exprimer en français, mais parfois je dois un peu chercher mes mots parce que j'habite à Louvain. Voilà, je vais résumer un peu l'article que j'ai écrit pour Lava. Je ne sais pas si vous connaissez Lava, c'est une revue marxiste et pour la critique sur le néolibéralisme en gros. Et je l'ai fait sur le livre de David van Rijbroek qui a écrit un livre contre les élections et qui propose comme alternative aux élections le tirage au sort. Et pour avoir un peu de polémique, c'est mon article comme titre contre le tirage au sort. Mais je n'ai pas critiqué l'article de Van Rijbroek parce que je trouvais ça pas intéressant. J'ai juste lu et le critiqué parce que je trouve ça, il pose des questions qui sont quand même intéressantes. Je ne suis pas d'accord avec son solution à la fin, mais le problème qu'il pose, je suis quand même d'accord. Donc, il commence avec dire qu'il y a une crise démocratique aujourd'hui. Il donne beaucoup de chiffres et tout ça. Le plus clair, à mon avis, c'est juste le taux de gens qui vont aller voter pour les élections européennes, par exemple. Je pense aussi en France, avec Macron contre Le Pen, je ne sais pas, je ne sais pas plus le chiffre, mais c'était plutôt bas. Il y a beaucoup de gens qui ne vont même plus voter. C'est une fois dans 5 ans, ou en France, c'est 4 ans, j'en sais rien. Une fois dans 5 ans, tu peux voter. Pour le reste, tu ne peux pas faire beaucoup de choses. Et même ça, 50% au niveau européen ne font même pas ça. Donc il y a une crise démocratique, il y a un problème que les gens ils sont pour la démocratie, mais en fait ils ne croient plus, ils ne participent pas. Bon, la crise démocratique, c'est pas seulement ça, il y a aussi l'aspect que en fait tous les acquis démocratiques, ils sont en train de l'attaquer. Hein. On voit ça, David Van Rijbroek ne parle pas beaucoup de ça, mais on voit ça aussi sur l'immigration par exemple, la Convention de Genève, le droit de grève, tout ça, ça fait aussi partie de la même crise démocratique. Et l'idée de la démocratie qui est en fait ils sont en train d'attaquer ça sur différents aspects.
Mais David van Rijbroek n'est pas le seul à dire ça. Il y a plusieurs théoriciens qui disent ça. Il y a Luc Heuze, par exemple, qui est un chercheur flamand, mais plus connu peut-être que c'est Colin Krauts. Il dit en fait la même chose, mais la différence avec Van Rijbroek est qu'il fait le lien avec, peut-être pas le système capitaliste, mais au moins il fait le lien avec le néolibéralisme et la pensée unique dans différents partis, en gros au niveau européen, où il y a la social-démocratie, tu as le vert, tu as toutes les couleurs que tu veux. Mais en gros, dans les grandes lignes, ils forment tous le cadre néolibéral dans lequel nous sommes, et il fait le lien avec ça. Et là, je trouve ça intéressant que lui, quand il cherche une solution, il fait le lien aussi avec le contenu du politique. Et c'est ça que, dans la vision de Van Rijbroek, je pense que ça manque. Donc Van Rijbroek, son définition de démocratie, dit que c'est un équilibre entre la légitimité et l'efficacité. Tu peux le comprendre si tu laisses tout le monde dire ce qu'ils veulent, participer tout le monde, bon, ça va être difficile, tu dois discuter beaucoup. Et voilà, si tu élis quelques personnes, ils peuvent décider tout, ça va être très efficace, mais peut-être pas si légitime. Mais en gros, moi je ne suis pas d'accord avec cette définition de démocratie-là, parce qu'il manque un aspect, c'est efficace pour qui et légitime pour qui. Parce que tu peux faire des choses qui sont très efficaces pour une partie de la population, qui ne sont pas du tout efficaces pour une autre partie de la population. Le meilleur exemple, surtout le texte en fait sur la démocratie, le meilleur exemple qu'on peut étudier aujourd'hui, c'est la Grèce. Là, pour la banque en Grèce, je ne sais pas comment dire, avec des bateaux de rederij en néerlandais. En gros, les grands capitales en Grèce, en gros, ils ont profité de la politique qui a mené aujourd'hui. C'est clair que pour la population, la politique n'est pas si légitime. On a vu ça, donc il y a une différence entre les deux. Donc en Grèce, on peut bien voir que la crise démocratique, ce n'est pas seulement une crise démocratique. Et c'est ça aussi, quand tu cherches une solution, tu dois aussi chercher une solution sur ce qui cause le problème. Et en Grèce, on voit, par exemple, les feux en Grèce. D'abord, c'est une question d'une crise climatique. Il y a un réchauffement du climat. Pour ça, il y a des grands feux, il y a beaucoup de morts. Mais ce n'est pas seulement la crise climatique, parce qu'il y a aussi le problème d'austérité et que les plans pour sauver les gens n'ont pas bien marché. Donc c'est lié les deux déjà. Et pourquoi il y a l'austérité? C'est parce qu'il y a la crise bancaire en 2008, la crise économique. Et ça, c'est encore lié aux crises démocratiques, parce qu'on a vu, la population n'était pas pour l'austérité, elle était contre, mais aux pressions du Union européenne, mais aussi en fait, la Banque centrale européenne qui a vraiment dit tu fais ce politique-là où on te donne plus d'argent, quoi. Là, toutes ces crises, ils sont liés. Je trouve alors, s'ils sont liés, la solution, tu dois répondre, tu ne dois pas juste prendre une crise démocratique, mais tu dois prendre, au moins réfléchir à toutes les crises en même temps. Tu peux avoir des revendications sur la démocratie, c'est logique, mais tu dois voir que ça doit aller contre le néolibéralisme. La crise du néolibéralisme qui est le problème, et en fait, la crise du néolibéralisme, mais c'est encore un autre débat, selon moi, ça fait partie de la crise du capitalisme. Donc tu dois avoir la crise du capitalisme en fait. Bon, cet aspect-là, c'est lié aux deux conceptions de démocratie, je pense. Il y a une conception libérale, je veux dire, qui est formelle, qui dit, la démocratie, ça veut dire une procédure. C'est voter peut-être, ou c'est tirage au sort, ou n'importe quoi. C'est une procédure, et si tout le monde a les droits égaux formels, c'est OK. Et donc, c'est en fait une autre vision de la démocratie que celui de loi. Je pense que la démocratie, ça va être aussi quelque chose de substantiel. Donc ça veut dire que le pouvoir réel
doivent aussi être pour les gens, pas seulement une procédure. Dans mon article, je me base sur la pensée de Gramsci pour ça, ou celui de Rousseau. Tu peux peut-être d'abord expliquer la différence que fait Rousseau. Rousseau, il dit qu'il y a à une fois la volonté de tous, c'est en fait ce que pense tout le monde, tu demandes tout le monde ce que tu penses, et tu fais un peu un mélange de ça. Mais ce n'est pas la même chose que la volonté générale. La volonté générale, c'est la volonté qui est basée sur un intérêt commun de la majorité de la population. Rousseau, il défend la démocratie, il va défendre la volonté générale, donc il va défendre l'intérêt de la majorité de la population, pas juste ce que, si tu demandes dans tout le monde, ce que tu fais un peu un calcul, c'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est aussi sur le contenu et les intérêts des gens. Et pour comprendre ça, tu peux avoir deux exemples, par exemple. Il y a le G1000 de Van Rerboek, qui est en fait un tirage au sort. Si tu veux les résultats de ça, là, tu demandes juste aux gens qui sont intéressés, en gros, de discuter et de dire que c'est quoi qu'on va faire avec la politique en Belgique. En gros, il dit presque la même chose que les politiciens aujourd'hui. Il dit on doit avoir pension plus tard, on doit avoir mais du coût de salaire, hein, c'est intéressant aussi, le coût de salaire. Donc pour qui c'est un coût en fait? En gros c'est un coût pour le capital, c'est pas un coût pour le travailleur, pour eux c'est un revenu. Mais tu vois, quand tu juste demandes aux gens c'est quoi votre avis, on le met ensemble, sans qu'il y ait un trait commun, sans qu'il y ait un but, ils vont reproduire ce discours de voilà, le coût de salaire qui est en fait un coût pas pour eux. Et c'est parce qu'il n'y a pas un mouvement. Et Gramsci, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un penseur marxiste, il appelle ça le common sense, en anglais, le sens commun, j'imagine. Et c'est ce que pense, en gros, si tu demandes de séparer les gens, et c'est basé sur qui a les instruments pour avoir beaucoup d'espace dans les médias, avoir beaucoup d'espace pour avoir des concepts comme ça, comme flexibilité, c'est un autre concept comme ça que tu entends partout, on doit être flexible, il n'y a pas d'alternative, bon, il y a beaucoup de concepts comme ça, il y a une partie de la population qui a beaucoup plus de moyens de produire des concepts comme ça. Et si tu veux aller à la rencontre, tu dois te baser seulement sur les intérêts communs et sur aussi les organisations qui défendent ces intérêts communs. Il y a des syndicats par exemple, il y a des partis politiques aussi. Voilà. Et c'est par là que tu peux avoir des changements démocratiques, pas par des changements formels, comme le tirage au sort ou les autres, parce que c'est dans la lutte aussi, c'est dans l'émancipation, disait avant, quand j'étais pas encore là. C'est par l'émancipation sur les intérêts communs que tous les acquis démocratiques aussi sont venus. Hein, le droit de grève, le droit de vote pour tout le monde, tout ça, ça a été par une lutte, par le syndicat, par les partis politiques. Ça n'a pas été par un changement en fait formel. C'est avec l'autorité, j'imagine. Encore 10 minutes. Ah, ok, parfait. Ouais, et donc, alors on doit aussi demander c'est quoi en fait, pour trouver une solution, que moi, parce que je trouve aussi que le système aujourd'hui au niveau démocratique, on doit trouver des solutions et aussi des demandes plus concrètes pour mener des luttes sur les questions démocratiques. Je ne dis pas qu'on peut juste mettre aux poubelles et dire qu'on doit seulement faire de la lutte économique. Mais si on veut faire des luttes au niveau démocratique, on doit d'abord voir c'est quoi le problème au niveau démocratique. Et je pense dans cette vision formelle, libérale, un aspect essentiel, c'est qu'ils font une différence, une séparation en fait, presque complète dans leur pensée, sur la sphère économique et la sphère politique.
en gros, aux entreprises, tu ne peux pas voter pour ton patron, tu ne peux pas dire c'est quoi qu'on va produire, tu ne peux pas dire comment on va produire tout ça. Tu peux un peu, par ton syndicat, en fait, faire la lutte sur ça, mais tu ne peux pas voter pour ça. Et voilà, dans la logique libérale, c'est bien séparé, les sphères économiques et les sphères politiques. Bah, le premier problème avec ça, c'est bon, alors il n'y a pas de démocratie au niveau économique. Le deuxième grand problème avec ça, c'est dans la théorie. Dans la pratique, bah, c'est pas bien séparé. On voit, par exemple, la Commission européenne, c'est le plus grand, c'est un peu le gouvernement européen, si tu veux. Bah, presque 50% des vieux commissaires travaillent maintenant pour les entreprises. On a des exemples comme Nelly Kroes d'Hollande qui a dit bon, je ne vais jamais travailler pour l'entreprise, maintenant elle travaille pour Uber. On a Barroso qui travaille aussi pour un grand banque, Goldman Sachs. Voilà. Bah, il y a ici en Belgique les libérales. Ja, non. Ja, Verhofstadt, c'est aussi de Gucht qui travaille pour ArcelorMittal. Donc, tu vois, il y a des liens entre les sphères politiques et les sphères économiques, c'est clair. Tu vois ça avec le lobby, tu vois ça en Grèce, tu vois ça avec le flux de capital. Si on veut avoir des mesures plus sociales, le capital va fuir. Donc, il n'y a pas une séparation entre les deux sphères-là. Si en théorie tu gardes la situation comme ça, bah, tu vas voir que c'est en fait l'économie qui va, et le pouvoir économique qui va être aussi le pouvoir politique, le pouvoir démocratique si tu veux. Et alors, le problème que moi j'ai avec le tirage au sort, c'est que ça ne touche pas ça, ça ne touche pas le cœur du problème. Ça va, déjà même si tu changes. C'est même pas que ce n'est pas la solution du problème définitif, c'est pas si grave si ce n'est pas la solution définitive, mais je pense que c'est même pire que ce qu'on a maintenant. Je ne vais pas le défendre jusqu'au bout de démocratie comme on a maintenant avec le vote et tout ça, mais je pense que c'est même pire parce que d'abord au niveau juste formel, ce sont seulement les gens qui sont tirés en gros, qui après doivent expliquer ce qu'ils veulent, doivent participer au niveau démocratique. Avec le vote, au moins, tu as un débat de société avec tout le monde. Bah, en théorie, je sais pas tout le monde participe, mais au moins il y a l'idée, il y a beaucoup plus de gens qui se posent questions au moment qu'il y a maintenant il y a le stem check, je ne suis pas fan de ce concept, il y a beaucoup de problèmes avec le stem check comme ça, mais au moins tout le monde qui n'est pas intéressé aux politiques, il va voir pour quel parti il va voter, tout ça. Avec le tirage au sort, tu casses ça, tu dis juste, tu casses le débat politique, tu casses aussi les partis politiques un peu, ils ne peuvent plus participer et les partis politiques, bon, ils peuvent avoir différents rôles, mais une des rôles qu'ils peuvent avoir, c'est organiser les gens autour des intérêts qu'ils ont. Voilà, et si tu n'as plus ça, mais tu as juste le tirage au sort, c'est encore plus formel que c'était le droit de vote, en gros. Et on voit ça aussi déjà aujourd'hui, donc avec le G1000, G1000, c'est ça, G1000, mais aussi la Commission européenne, ça existe déjà, le tirage au sort, ils l'utilisent. En plus, ils n'ont pas coupé tout ce qu'ils avaient, mais ils utilisent aussi le tirage au sort juste parce que, voilà, pour légitimer que la politique qu'ils font aujourd'hui, en fait, si tu laisses les gens décider, déjà, ils vont dire la même chose, donc c'est quoi la critique sur la démocratie et j'ai peur que, voilà, parce que c'est une solution très directe comme ça, voilà, il y a un problème démocratique, c'est lié aux manières comment on fait la démocratie, comment on vote, où on va changer de système formel. Et en fait, tu ne touches pas au problème réel et tu peux même empirer. C'est un peu comme au niveau, c'est encore un autre débat, mais je pense qu'il y a un lien à faire comme avec le revenu de base. C'est aussi
proposition progressiste comme ça, tu te penses, ah ouais, il y a un problème, il y a des gens qui n'ont pas assez d'argent, bon, on va tous les donner l'argent en gros. Il y a des aspects positifs sur ça, mais il y a un contexte plus global. Pourquoi ils n'ont pas assez d'argent, pourquoi ils n'ont pas de travail peut-être, pourquoi, qu'est-ce que ça va faire avec la sécurité sociale, tous les aspects sont un peu oubliés. C'est un peu la même chose avec les terroristes. Tu prends un problème, tu veux directement le résoudre sans prendre tout le contexte et tous les autres problèmes qui sont liés en compte, selon moi. Et pour faire le débat encore un peu plus large, pour clôturer, parce que je pense que c'est un exemple maintenant avec le tirage au sort qui fait partie d'un plus grand débat dans la gauche sur c'est quoi la stratégie pour avoir plus de démocratie dans notre société. Il y a plusieurs idées comme ça. Il y a le tirage au sort, il y a aussi Diem. Si vous connaissez Diem, c'est le truc de Varoufakis, l'ancien ministre de la Grèce, qui dit un peu dans la même logique de Van Rijbel qu'on veut démocratiser l'Europe. Et en gros, c'est quoi qu'il propose, des structures différentes, avec des bonnes propositions dedans, c'est super contre tout ça. Mais il a vu, on a ça en Grèce, le problème c'est que ce n'est pas assez démocratique. Voilà, on va changer les structures démocratiques. Selon moi, l'analyse de la situation en Grèce va être beaucoup plus profonde. On va voir comment d'abord la dette de Grèce, ça vient d'où, pourquoi ils ont si beaucoup de dettes, pourquoi c'est lié à quel système, pourquoi les gens votent pour quelque chose d'autre qui se passe. C'est pas juste par changer les structures. Je pense que changer les structures, ça doit aller en même temps et dans le même mouvement que changer en fait le contenu du politique. Par exemple, Diem, en Angleterre, ils sont aussi pour ils disent pour qui tu peux voter en Angleterre pour faire ça avec nous. Ben, ce sont les gens de Labour, mais aussi des libéraux. Donc, le contenu, tu peux un peu choisir s'ils sont d'accord avec ce qu'on propose au niveau démocratique. Selon moi, c'est une mauvaise stratégie. Selon moi, on doit aussi avoir des demandes au niveau démocratique, mais ils doivent aller contre le néolibéralisme en gros. Par exemple, par attaquer le salaire des politiciens, par attaquer le lien entre les politiciens et les entreprises, par référendum, par exemple, pour défendre le référendum en Grèce, que quand les gens votent ça, on doit quand même faire ce que les gens votent, parce que là, pour le référendum, ce qui était bien en Grèce, c'est qu'on a eu un grand débat, un grand mouvement aussi, des manifs et tout ça. Et c'est par là que les gens ont aussi développé leur avis. Si tu demandes juste, on tire et les autres, vous faites ce que tu veux, ce sont les dits qui sont tirés qui vont décider. Tu n'as pas ce processus d'émancipation qu'on doit chercher. Donc je vais clôturer tout ça. Merci beaucoup. Voilà, moi j'ai lu naturellement attentivement l'article de C.P. Van Mulder et d'abord je voudrais faire un petit préliminaire sur le langage. Il insiste très fort dans l'article sur l'importance de l'utilisation des mots. Ici, sur la question démocratie et comparé au régime dans lequel nous sommes, je pense qu'il faut remettre les mots sur les choses. Le régime politique se définit par les gens qui sont au pouvoir, qui a le pouvoir dans le régime en question. En l'occurrence, quand on vote, quand on élit des gens, ce sont les élus qui ont le pouvoir, et donc les représentants, et donc nous sommes en régime sous un gouvernement représentatif. Si c'est la population directement qui
forme le débat et qui prend des décisions, alors les décisions sont prises par la population. Nous sommes sous un régime de gouvernement démocratique, démos, la population. Donc, bien, je pense qu'il faut bien distinguer notre régime actuel. C'est un gouvernement représentatif, ce n'est pas la démocratie. On aime, on n'aime pas, il y a des avantages, des inconvénients, on peut discuter, mais il faut remettre les mots sur les choses. Et CEP, en l'occurrence, dans son article, s'étonnait que Van Reybrouck dise que les leaders révolutionnaires n'avaient aucun attrait pour le tirage au sort. Et ben, il s'en étonne. Je comprends qu'on s'en étonne, j'étais un petit peu dans ce genre de questionnement, mais jusqu'à ce que je lise des choses comme ceci, principe du gouvernement représentatif de Bernard Manin, qui explique très bien que les gens, la Révolution ne voulaient pas de la démocratie, raison pour laquelle ils ont instauré les élections, mais que progressivement, au cours du XIXe siècle, et progressivement, on a commencé à coller le mot démocratie sur le gouvernement représentatif, ce qui aujourd'hui sème beaucoup de confusion dans les esprits. Voilà. Et donc, si, je dirais, David Van Reybrouck et d'autres s'intéressent à essayer de comprendre le régime actuel, pourquoi les gens se désintéressent, pourquoi nous sommes en crise depuis 40 ans et qu'on n'arrive pas à en sortir, une des pistes qui vient sur la table, en dehors, bien entendu, d'une analyse importante de comprendre de qui a le pouvoir, quelles sont les relations économiques dans la société, mais aussi les problèmes environnementaux et autres. Une question qui vient inévitablement sur la table, c'est la question de l'organisation et qui prend la décision. Voilà. Et s'il suffisait de décortiquer, de comprendre qui a le pouvoir et le contester, je pense que d'abord, il ne manque pas de gens qui l'étudient, qui l'analysent, qui le contestent, qui manifestent. Malgré tout, aujourd'hui, je ne constate pas d'amélioration. Au contraire, année après année, je constate une dégradation. Je pense qu'il ne suffit pas de comprendre et d'analyser, et de communiquer et de faire des soirées. Il y a un autre problème qui se pose, d'où l'idée, cette nécessité de voir enfin, comment on change la prise de décision dans une société. Et toute la question, l'enjeu du tirage au sort n'est pas d'avoir d'autres procédures qui formellement sont différentes. L'objectif est bien de pouvoir changer ce qui se passe dans la société. Et derrière cette nouvelle, disons, nouvelle procédure, nouvelle proposition de tirage au sort, ça n'est pas juste que on ne s'intéresse pas au sujet, qu'on n'a pas des débats sur le sujet. Je pense que c'est même, c'est contraire à la réalité. Et on a parlé du G1000. Le G1000, effectivement, quand on parle de tirage au sort, par définition, si on parle de démocratie et qu'on dit c'est la population qui va formuler, délibérer, mettre des procédures en place et faire ses choix, vous ne pouvez pas en même temps imposer une idéologie ou un concept. C'est contraire au principe démocratique. La population forme elle-même ses choix et décide des sujets qu'elle veut discuter, et ensuite s'informe, délibère et formule ses propositions. C'est dans ce contexte-là que David Van Reybrouck et les personnes qui mettent en avant les principes de tirage au sort s'abstiennent logiquement de donner des valeurs, des résultats ou des objectifs à obtenir. Sinon, on est en pleine contradiction. Si on veut proposer un programme, une vision, une idéologie, une perspective de société, ça peut se faire, on forme un parti, on le propose, on demande aux gens de voter pour nous. Simplement, ce régime-là, nous l'avons déjà aujourd'hui, et pour toute une série de raisons qu'il explique très bien, ça ne donne pas les résultats espérés par la population. Donc, le contexte du tirage au sort s'inscrit là-dedans, pas d'améliorer donc la démocratie représentative, c'est une contradiction dans les thèmes. Vous avez un gouvernement représentatif qui ne délivre pas les choix qui sont dans l'intérêt général,
Et par contre, on pense que le tirage au sort, en laissant les gens délibérer eux-mêmes, en faisant confiance au bon sens qui a été rappelé de la population sur laquelle on peut s'appuyer, si le bon sens existe dans la lutte, la mobilisation, je ne comprends pas, je ne vois pas pourquoi ce bon sens-là disparaîtrait quand la population s'assied et délibère. C'est le même bon sens qui fera son effet des deux côtés. Et si le bon sens existe, ce que je crois comme lui, eh bien, les décisions qui sortiront d'un processus délibératif parmi une population tirée au sort, un échantillon tiré au sort, iront, et on verra par des exemples, et des exemples que je montre aussi, iront davantage dans le sens de l'intérêt général que les élections, puisqu'on en souffre et tout le monde s'en plaint aujourd'hui. Je pense que c'est pour ça que nous sommes là. Donc je pense que ce n'est pas du tout une question simplement formelle, c'est vraiment une question de contenu politique. Sur tous les arguments qui sont annoncés, je dirais, disons, qui sont critiques par rapport au gouvernement représentatif, il en a cité, on pourrait en rajouter d'autres, je ne vais pas les détailler, parce que d'abord, nous sommes d'accord là-dessus. Le gouvernement représentatif a beaucoup de lacunes, n'a pas toujours été, disons, une difficulté. Je pense qu'il y a eu des époques, des périodes, pour des raisons historiques, etc., où le gouvernement représentatif a pu délivrer des choses intéressantes. Si je pense 30 années après la Seconde Guerre mondiale, pour différentes raisons, contextes historiques différents, on était aussi sous régime d'élection, ça donnait des résultats que, en gros, je dirais, je ne critiquerai pas très fort. Simplement, le temps passant, les habitudes se prennent, le contexte change et ce gouvernement représentatif n'arrive plus à assurer l'intérêt général. Et nous dérivons depuis une quarantaine d'années. Il est temps de se poser la question institutionnelle. Il faut toujours, à chaque élection, donner son pouvoir, déléguer son pouvoir, l'abandonner, donner des mandats et des chèques en blanc, et puis 5 ans après, si on n'est pas content, au lieu de Pierre, on vote pour Paul. Mais Paul, après 5 ans, on n'est pas content non plus, on votera pour Jacques, et puis pour Pierre, 12 ans après. Mais en fait, dans les faits, on n'avance pas. Il prenait l'exemple de la Grèce. Je pense que la Grèce est peut-être un exemple magnifique pour ça. Ils ont voté pour tous les partis politiques possibles. Pour la droite, ils ont eu l'austérité. Pour les sociodémocrates, ils ont eu l'austérité. Pour la gauche radicale, ils ont l'austérité aussi. Un petit peu pire peut-être même que dans les régimes précédents. Donc je dirais, les élections ont montré. Par contre, je suis d'accord avec toi qu'il y a eu un référendum, il y a eu du débat, il y avait de la souffrance sociale très importante, il y a eu une voix populaire qui s'est manifestée. Cette voix populaire a été écrasée par qui? Par le gouvernement représentatif. Voilà. Donc je pense que là, il y a quand même une démonstration que des choses doivent être faites. Alors, si je vais prendre, disons, des critiques sur qui sont données contre le tirage au sort. J'ai donné ceux sur le formalisme. Donc le formalisme, on va y venir quand on va parler je vais reparler du G1000. Je pense que c'est une fiction. Tous les sujets peuvent être abordés, évidemment. Sur les processus, ou bien sûr, il y a des affirmations d'abord qui comme celle-ci, qui cause un tort, si vous voulez, qui affirme que ça ne va pas donner des résultats, comme par exemple les acquis sociaux ne sont pas apparus suite à des élections. Je suis d'accord aussi, quoique on a vu il y a des périodes où ça peut se faire, mais que naturellement ça s'accompagne de lutte. Je ne suis pas contre l'idée qu'il ne faille pas de lutte. Évidemment, si on veut changer substantiellement le régime actuel, que ce soit par des combats directs ou que ce soit par des réformes institutionnelles dans le but d'instaurer la démocratie, dans un cas comme de l'autre, il faudra des luttes. Ce n'est pas juste un truc qu'on a aidé, ça va marcher. Évidemment, l'instauration du
de la démocratie, du tirage au sort, va faire l'objet de lutte. Ça me semble tomber sous le sens. Hein. Parce que tout le monde comprend très bien les enjeux et les conséquences. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas formel, le résultat est significatif et substantiel. Bien entendu, ça fera l'objet de lutte. On a commencé des contacts avec des partis politiques pour demander ce qu'ils pensaient de ce système-là. On verra quel sera le résultat, mais on sait déjà et on se doute qu'il y aura beaucoup de résistance. Et ce n'est pas pour rien, parce que ça n'est pas formel, c'est très fort lié aux enjeux sociaux et sociétaux. Je vais raccourcir un tout petit peu pour venir quand même sur le G1000 et peut-être quelques autres expériences. Bon, le G1000 a fait l'objet ici d'une parution, plusieurs parutions, une parution dans le CRISP, hein, qui est ici. Je peux vous donner les références. Il y est décrit tout le processus, longuement, le processus pour tirer au sort, le processus, la manière de former les panels, de conduire les délibérations, qui ne sont pas des discussions où chacun amène son avis et on essaie de faire la moyenne. Ce n'est pas du tout ça le processus délibératif. Et naturellement, les gens doivent se mettre en position et sont capables de se mettre en position, d'échanger, de faire fonctionner l'intelligence collective et d'avoir comme objectif l'intérêt général. Donc ce n'est pas la somme d'intérêts individuels qui se passe dans ces panels-là, c'est bien une recherche commune de l'intérêt général, c'est ce qui est apparu. Maintenant, tu as donné des exemples, et ces exemples sont justes, je les ai vérifiés, mais je les ai retrouvés là-dedans. Dans toutes les conséquences, conclusions qui sont apparues, j'ai quand même mis le doigt, je suis allé vérifier, oui, d'abord pour rappeler le fait qu'on peut traiter des sujets sociaux économiques, quels sont les sujets que le G1000, les participants du G1000 se sont choisis, des thèmes comme agir pour une rémunération plus équitable. Hein? Comment utiliser le paramètre du coût salarial pour la création de nouveaux emplois, comment faciliter l'accès au travail, le travail et nos générations futures, une autre économie pour une qualité de vie, etc. etc. Donc je dirais, on n'est pas dans le formalisme, on est quand même fortement dans le socio-économique et un peu dans l'environnemental. C'est les grosses préoccupations que les gens se sont données, ce sont bien des questions de ce type-là. Et c'est vrai que, si on prend le thème « Comment utiliser le paramètre du coût salarial », il fait écrit « Recommandation, diminuer les coûts salariaux ». Mais, phrase continue, nous recommandons de réduire les charges qui pèsent sur le travail en augmentant l'assiette de financement de la sécurité sociale par des recettes autres que les prélèvements sociaux sur le travail. Par exemple, en augmentant la taxation de certains revenus hors petite épargne, donc taxation des hauts revenus, ou en taxant la plus-value des transactions. On n'est pas dans le néolibéralisme. Si on prend que le premier bout de phrase, on dit oui. On est dans la reproduction. Si on lit toute la phrase, non. Hein? La même chose, je dirais, sur augmenter la flexibilité de l'emploi. Ils le disent, dans le contexte qu'ils donnent, nous pensons à diminuer les démarches administratives pour simplifier le transfert d'une entreprise à l'autre. S'il ne s'agit que de ça, moi, ça ne me pose aucun problème d'alléger les charges administratives ou les difficultés pour faire des changements. Je ne vois pas le souci. Le troisième point, oui, sur les pensions, qui est cité dans l'article, pour éviter que la population active ne doive porter les lourdes charges du vieillissement, le marché du travail doit s'ouvrir aux pensionnés. Oui, mais cela diminuera le risque de perte de connaissances dans les années et décennies à venir. On ajoute aussi comme autre proposition, la prime de licenciement des employés et des ouvriers doit être harmonisée. Et je cite maintenant une série d'autres propositions qui sont faites. Et vous allez voir qu'on est quand même assez loin du néolibéralisme, reproduction simple de cela. Il faut, pour les coûts salariales, il faut standardiser les charges sur les salaires dans toute l'Europe. Harmonisation sociale, en tout cas de charges, on est loin
néolibéralisme qui prône le contraire, la concurrence de tous contre tous, réaliser des contrôles d'application des mesures prises concernant les permis des travails étrangers, ce qui est très peu fait aujourd'hui, on en connaît les résultats, interdire l'engagement de sous-traitants indépendants à très bas prix, taxer les travailleurs dans le pays dans lequel ils travaillent et pas dans le pays d'origine. Je dirais on est à l'inverse, dans les mécanismes inverses de ce qui est en train d'être mis en place par l'Union européenne. Je pense que toutes ces mesures-là, je vais en citer d'autres, il est nécessaire qu'un cadre législatif plus sévère et son application stricte empêche que les personnes de plus de 50 ans puissent facilement être licenciées. Dans le cadre du licenciement d'un travailleur plus âgé, la responsabilité de l'employeur doit être davantage engagée pour assurer un accompagnement pour un nouveau travail. On parle d'un chèque sociétal aussi, une proposition pour un temps déterminé que le travailleur peut prendre pour faire un travail d'intérêt général. Prévoir des instruments pour mesurer, suivre, valoriser et reconnaître le progrès en matière de participation dans les entreprises. C'est une préoccupation légitime, mais je dirais les gens s'en saisissent, etc., etc. Donc je dirais quand on prend la démarche du G1000, et quand on sait que malgré les moyens importants qui ont été mis à disposition, le temps dont les gens disposaient pour travailler était quand même limité. On parle, le G1000 c'était un jour ou deux, le G32 ça a été l'équivalent de quelques jours ou quelques semaines. Je dirais, ce n'est pas la fin de tout, ce n'est pas l'horizon pour moi indépassable, mais on est quand même loin, je pense, des recettes néolibérales dans un exercice qui a été fait dans un temps déjà très court. Si on me proposait aujourd'hui, entre aller voter et recevoir ce qu'on soit depuis des années, quelques décennies, et ce programme-ci, pour moi, il n'y a pas de tout, je préfère en tout cas ceci. Voilà. L'autre question importante qui est sous-tendue ici, dans ce sujet du G1000, c'est que dans le G1000, les gens sont mis en situation de se choisir des sujets, de délibérer, de faire des propositions. À mon sens, ce sont des processus dits démocratiques. D'accord? Si le mot démocratie a un nom, je pense qu'on doit donner un certain poids à ceci, même si on n'est pas d'accord avec tout. Je ne suis pas d'accord avec tout. On parle du revenu universel, il y a une proposition de revenu. Je suis personnellement assez critique. Mais rien n'empêche de faire l'expérience du revenu universel, et si dans 5 ans, 10 ans, on voit qu'il y a des dérives et des effets secondaires non souhaités, on peut s'asseoir à nouveau à panel et rediscuter et changer les dispositions. Donc je ne suis pas... Ceci ne représente pas 100% ma vision des choses, mais ce n'est pas ma vision des choses, j'estime, qui doit prévaloir, c'est la vision démocratique qui sort de panels comme ceci. Et si ce n'est pas ceci qui doit prévaloir, qu'est-ce qui doit prévaloir? Est-ce que c'est la vision du parti A, du parti B, du parti C ou du parti D? En sachant très bien, comme ça a été très bien écrit, que quand vous rentrez dans le système particratique et que vous passez par les fourches codines du système démocratique, vous aboutissez à ce que nous avons aujourd'hui. Franchement, je préfère, disons, m'appuyer sur des processus comme ceci. Merci Franco. Donc comme je vous l'avais dit d'entrée de jeu, les positions allaient être bien divergentes. Mais il y a quand même des points d'ancrage dans vos analyses qui sont très proches. Donc je meuble une petite minute pour que je puisse vous redonner la parole à tous les deux. Je propose que CP, tu reprennes la parole maintenant et que je vous laisse débattre un petit peu. Ça va? Je vais peut-être commencer avec le G1000 parce que c'est le plus grand, le débat le plus concret encore. Mais c'est vrai que j'ai pris
les 2-3 exemples qui me frappaient le plus. Mais je ne suis pas d'accord que le rapport du G1000 va à l'encontre ou est un danger pour le pensée unique du libéralisme. Il y a des éléments qui vont plus à la gauche, à la social-démocratie, les Verts, il y a des éléments qui vont plus comme les libéraux, il y a un peu tout. Il a représenté un peu tout ce qui est représenté aussi dans la société. On ne doit pas faire une lecture de la société aujourd'hui. Ce n'est pas que tout le monde est d'accord avec Charles Michel. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Pas tous les partis non plus sont d'accord avec Charles Michel. Le revenu de base, par exemple, il y a même des gens au VLD qui défendent ça. Il y a les taxes sur les fortunes. Il y a des gens, même si c'est CCMV aussi. C'est les Verts et chez les SPA qui ont gouverné, qui défendent ça dans leur programme. Même les partis qui sont maintenant au gouvernement, ils ont, dans leur programme pour l'élection, ils ont promis à la population qu'ils voulaient une pension aux 65 ans. Après, c'était 6 jours plus tard. Et bouf, c'était 67 ans, ils ont changé d'avis. Et ils n'ont pas changé d'avis parce qu'ils étaient élus. S'ils étaient tirés au sort, ils pouvaient aussi changer d'avis. Et pourquoi? Parce qu'il y avait des pressions. Pourquoi c'est maintenant 67 ans? C'est pas parce qu'ils ont... je crois vraiment quand ils ont mis dans leur programme 65 ans, ils étaient honnêtes, ils n'étaient pas en train de mentir. C'était le Business Europe, c'est le VOCA, tous les grands patrons de l'Union d'Europe, le Business Europe, qui a dit voilà, ça ne va pas comme ça, tu dois augmenter ça. Après, la Commission européenne a dit ça à la Belgique, et après, la Belgique a dit oh, on va augmenter l'âge pension. Avec ces rapports, c'est exactement la même chose qui va se passer à mon avis. Et si tu le compares avec les programmes partis, les programmes de partis, je pense peut-être que c'est... je pense que tu peux le comparer avec un peu ce qu'il y a dans tous les programmes de partis, mais si tu le compares avec ce que défendent les syndicats, c'est quand même vraiment à droite, ce rapport de G1000. Et c'est ça, moi je ne défends pas le système actuel, je dis quand même, si tu te bases sur une démocratie qui est basée sur les syndicats, le Middenveld, toutes les organisations de femmes, le hart boven hart en néerlandais, en français, ça toute autre chose. Bon, tous les... Là, leur programme, c'est quand même beaucoup plus à gauche, et c'est pas parce que ils ont imposé ça, non, c'est parce que ce sont des organisations qui sont basées sur un certain intérêt commun et sur une certaine organisation contre le pouvoir. Parce que c'est ça aussi le problème, si tu veux prendre le pouvoir, tu dois aussi prendre ça de quelqu'un ou de plusieurs personnes. Tu ne prends pas ça comme ça, il y a des gens qui sont maintenant au pouvoir. Et si tu veux changer ça, tu dois combattre les gens qui sont maintenant au pouvoir. Tu ne vas pas avoir le pouvoir si tu t'organises juste d'une autre manière. Non, tu dois avoir des propositions et des mouvements d'émancipation contre, pas seulement contre le système comme il est maintenant, mais aussi contre ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir et en gros contre Business Europe, s'appelle comment, le Round Table of European Industrials, je ne sais pas en français, contre ces organisations-là qui aujourd'hui, à mon avis, ont le pouvoir et donc si en Grèce, parce que c'est ça aussi, ils n'ont pas eu ce que le peuple voulait, c'est pas le premier. Ils vont analyser comment ça s'est passé. Je ne crois pas que c'est Syriza qui voulait, depuis le début, trahir les Grecs. Je ne crois pas ça. Je suis d'accord qu'aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est quand même pas ce qu'ils ont promis, c'est très clair. Mais tu dois quand même aussi voir toute la bataille qui s'est passée en Grèce, avec notamment, d'abord l'IMF, le Banque européenne centrale, et avec
avec ce genre de Business Europe et la Commission européenne. Et c'est là, c'est eux qui sont au pouvoir, c'est pas le gouvernement syrizain. Et sur la leçon qu'on doit tirer d'une situation en Grèce, selon moi, c'est pas, voilà, on ne doit plus avoir des partis politiques qui vont vraiment, bon, je pense que le programme syrizain avant les élections, ça allait vraiment à l'encontre du libéralisme. Bon, sinon, on doit avoir des partis comme ça, mais on doit bien être au courant que si on est au gouvernement, on n'est pas au pouvoir. C'est pas la même chose. Et ça, c'est pas parce qu'ils sont élus ou sont souterrés, c'est juste parce qu'ils n'ont pas le pouvoir réel, le pouvoir économique aussi. Et donc, si tu veux avoir un gouvernement de gauche, bon, ça va pas, ils ne vont pas tout résoudre s'il n'y a pas un mouvement populaire, s'il n'y a pas de syndicats forts, s'il n'y a pas aussi une hégémonie de gauche au niveau des idées, parce que c'est pas non plus le cas que tu disais tantôt. Bon, les gens sont bien au courant que ça ne marche pas aujourd'hui. Je suis à moitié d'accord. Je pense que les gens ne sont pas tous d'accord avec ce qui se passe, mais il y a beaucoup de gens qui votent pour l'extrême droite. Il y a encore beaucoup de gens qui pensent qu'il n'y a pas d'alternative. Bon, si tu veux changer ça, bon, tu dois aussi changer ce que, si tu veux avoir le pouvoir pour la population, tu dois aussi les convaincre qu'ils n'ont pas maintenant, ils doivent changer ça, ils doivent aller contre ce qui existe maintenant. Je ne suis pas convaincu que tout le monde veut ça maintenant. Mais je trouve qu'on doit essayer de faire un processus d'émancipation. Un processus d'émancipation, c'est mettre un cadre idéologique. Je pense que la démocratie a besoin de plus de lutte idéologique, plus de différences idéologiques et des gens qui veulent convaincre la population de leur projet. Je trouve ça pas faux de vouloir convaincre la population. Je pense qu'on a besoin de beaucoup plus de forces qui organisent les gens, qui discutent avec les gens et qui veulent. Et moi, je crois que tu peux faire ça sur une base d'un intérêt commun. Je ne pense pas que tu dois juste convaincre ce que tu penses. Je pense que tu peux étudier comment la société comme il est maintenant, ce sont quoi les intérêts différents, c'est quoi le projet qui peut unir la majorité qui va être mieux pour la majorité de la population. Je pense que tu peux objectivement étudier ça et après faire. C'est pas assez d'avoir. Là, je suis d'accord, c'est pas assez d'avoir une majorité objective. C'est dans l'intérêt de tout le monde, c'est pas assez. Mais la majorité objective, c'est un avantage très grand pour créer aussi une majorité subjective. Et là, on a un travail qui va être plus long, donc on doit aussi penser pour ça un peu plus long terme. Ça ne va pas être la prochaine élection, je crois, qu'on va changer le cadre dans maintenant, mais je pense qu'on peut changer ce cadre et les revendications qu'on met doivent aider à ça. Et c'est pour ça que les revendications, comme si tu es un politicien, tu ne travailles plus pour le multinational, je trouve ça mieux parce que ça montre mieux où en gros que se situe le problème. Parce que je suis d'accord, les partis politiques ils sont aussi dans le système. Il ne faut pas tous un bon travail, je suis d'accord avec ça, c'est clair. Mais je ne pense pas que c'est eux le premier. Ils ne sont pas au pouvoir, selon moi. Ce n'est pas le pouvoir des partis politiques qu'on doit casser. Et si on voit c'est quoi le problème démocratique, c'est que 8 personnes aujourd'hui dans le monde ont plus ou moins la même chose que 50% des plus pauvres. Et ce sont les 8 personnes-là qui sont au pouvoir. Ils ne sont pas au premier lieu les partis politiques. Et après les partis politiques, c'est clair qu'ils travaillent pour eux. Et qu'il y a des liens entre eux et tout ça. C'est clair qu'il y a des problèmes avec ça aussi. Mais
C'est pas parce que ce sont des partis politiques, c'est pas parce qu'il y a des votes, c'est non plus parce que c'est représentatif. Je suis aussi pour avoir d'abord dans le parti des processus, plus aussi dans le syndicat et tout ça. Bon, je suis aussi pour que les gens peuvent plus participer. Mais si tu mets juste comme ça, sans cadre, comme pour le poste, tu ne peux pas mettre un cadre, ce sont les inégalités de société qui vont se reproduire. On va voir que, bon, déjà au niveau très bas, ça vont aller les hommes qui parlent plus que les femmes, mais surtout ça vont être les riches qui parlent beaucoup plus que les pauvres, ça va être les gens qui ont étudié qui parlent plus, ça va être les blancs qui parlent plus. Bon, ça va être clair et ça va être leur opinion qui, à la fin du processus, va se trouver dans le rapport, comme à mon avis, ça aussi plus dans le rapport du G7, ça va être dans leur intérêt. Mais ça, c'est juste dans une discussion avec 10 personnes. Tu fais ça au niveau de société, tu as la force des médias, bon, c'est encore beaucoup pire en fait. Et donc, oui, si tu veux aller à l'encontre de tout ce système-là, c'est pas assez de faire un truc spontané où tout le monde peut dire ce qu'il veut. Tu dois avoir une organisation. Et avec tu n'as pas une organisation, tu dois, avec un parti politique, au moins tu dois bien être conscient de toutes les limites qu'il y a dedans. Je pense que c'est important, mais au moins tu as une organisation où tu peux organiser les gens dans une manière pour aller à l'encontre avec un cadre idéologique aussi. Je pense qu'on a besoin de ça aussi. Et si on fait ça, on fait comme il n'y a pas de pouvoir aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas de pouvoir, les gens au pouvoir qui produisent aussi des idées, qui ont une idéologie très forte, qui est partout. C'est ça la raison pourquoi on a besoin d'un contre-pouvoir, parce qu'aujourd'hui il y a des gens qui sont au pouvoir. Et pour aller je me répète moi-même, pour les battre, on a besoin d'une organisation, d'une logique qui est assez forte. Bon, d'abord, sur les relations de pouvoir, je suis naturellement d'accord sur le fait que ceux qui ont du pouvoir aujourd'hui sont les organisations que tu cites, plus Commission européenne, plus aussi tous les cadres qui nous sont imposés par les traités, que ce soit l'Union européenne, le traité de l'Organisation mondiale du commerce, etc. Ce sont des constitutions libérales qui ont été mises en place au-dessus de nos constitutions propres. Ça, c'est la raison pour laquelle, effectivement, là je suis d'accord qu'aujourd'hui, les politiciens et politiciennes, si on prend ici en Belgique, ont un pouvoir naturellement très limité. Par ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a sans doute une désaffection des gens par rapport aux élections, parce qu'ils sentent bien aussi, ils ne sont pas idiots, qu'ils ne peuvent pas changer grand-chose au travers des élections. Cependant, le cadre qui est là et qui nous contraint, comme un corset, tous ces traités internationaux, l'Union européenne, la Banque centrale européenne avec le travail qu'elle a fait en Grèce, le FMI, l'OMC, toutes ces organisations ont été mises en place par nos mandataires. Il n'y a personne d'autre qui les a mis en place. Il n'y a personne d'autre qui les a signés que les mandataires. Si tu vas regarder la signature au bas du traité, tu ne vas pas trouver le CEO de Apple, hein. Tu vas trouver la signature de nos mandataires. Ce sont eux qui ont mis en place et organisé leur propre incapacité, et donc notre propre incapacité à la fin. Donc je suis d'accord sur le rapport de force, mais on ne peut pas se limiter à dire les partis politiques n'ont plus tellement de pouvoir, les politiciens. C'est très différent. Ils ont eu le pouvoir énorme, immense, de mettre en place des institutions qui les mettent ensuite en incapacité, et nous en incapacité encore plus forte d'agir directement sur notre environnement. Donc je ne pense pas qu'on peut dédouaner si facilement les partis politiques de ce qu'ils ont fait. Et la même chose pour Syriza en Grèce. Sans doute qu'effectivement ce qu'ils ont fait est très différent
de leur campagne. Cependant, quand il s'est agi corps à bataille, je dirais, arrivait à un point peut-être de rupture et de confrontation, Syriza a accepté qu'il fallait se soumettre à la Banque centrale européenne, qu'il fallait, etc. Il aurait pu aussi envisager la sortie de l'euro, débat qui était sur la table à ce moment-là, mais ça n'était pas, c'était hors contexte. On veut bien faire le travail, disons, de parti et des élections et les campagnes, etc. Mais quand on se heurte au pouvoir, Banque centrale et autres, on refuse ce combat-là et on dit non, ce combat, on ne peut pas y toucher. Naturellement, en faisant ça, ils organisent leur propre incapacité et ils se mettent en réalité entre la volonté de la population qui voulait aller manifestement par le référendum, ils savaient très bien qu'ils allaient au conflit. Le parti a désamorcé ce conflit. Voilà. Donc, je pense que là, ils organisent l'incapacité de la population. Et donc, je comprends qu'effectivement, il faut des mobilisations, il faut faire du travail, il faut faire une idéologie, quoique, quand on parle d'idéologie, moi je pense qu'il faut plutôt s'exprimer en termes de, il faut faire de l'éducation populaire, avoir des débats, échanger, et puis la population, si on est démocrate, on ne doit pas forcer et faire des débats jusqu'à ce qu'ils ont tous compris. Est-ce que tu es d'accord avec moi? On fait encore 3 séances. Non. Et je dirais, il faut à la fin, on fait, disons, effectivement, de l'éducation populaire pour contrer la propagande et l'idéologie dominante qui est massive. Ça, je suis d'accord. Mais à la fin, je dirais, il faut laisser la population faire ses choix. Ou sinon, il faudra qu'on m'explique ce que signifie encore le mot démocratie. Et donc, je suis surpris, suite à tout cela, que, si tu veux, dans ce que tu dis, avec lequel je suis d'accord sur beaucoup de choses, je viens de le dire, de le confirmer, que tu négliges tellement, tu donnes tellement peu de poids aux institutions qu'il faut mettre en place pour redonner du pouvoir à la population. Les partis ont failli, ils ont même fait pire, ils ont désorganisé et mis les gens en incapacité. Il faut récupérer ça. Alors, si quelqu'un a une meilleure recette que de dire, OK, vous faites vos choix et on va essayer de les pousser, et ce sera un combat, mais c'est d'abord vous qui faites vos choix, délibérez, on va en discuter, et puis délibérer, et on va porter ça. Et ce sera des batailles. Mais je ne vois pas pourquoi, comment on peut négliger cet aspect des choses qui est l'aspect procédural de qui délibère, qui fait les choix. Et ensuite, il faudra lutter. Et par l'inverse, un parti qui vient avec une idéologie et on va essayer d'entraîner la population. Vous y arriverez difficilement parce que vous allez toujours être confronté au pouvoir des médias, au pouvoir aux institutions, etc. existants. Vous n'éliminez pas ce problème-là. En plus du fait, et ce n'est pas le débat d'aujourd'hui, que dans le programme des partis, je trouve difficilement des programmes qui peuvent répondre aujourd'hui à toutes les préoccupations importantes de la population. On ne va pas rentrer dans le détail, hein, mais ça va être difficile. Donc, si vous voulez, par ce processus-là, dans un cadre comme celui-là, aller aux élections avec une idéologie qui ne répond pas à toutes les préoccupations de la population, moi je me dis, il faut se préparer à des déceptions. Et qu'il y a des combats à mener, mais je pense que le combat démocratique, ce sera un combat, ce sera une lutte, c'est pas pour 15 jours ou dans 6 mois, ce sera des années et quelques décennies, mais il vaut la peine parce qu'il donne un objectif et une perspective de sortir de la lutte perpétuelle. Moi, je ne me vois pas vivre toute ma vie avec comme perspective que je devrais lutter toujours. Je dis, il y a moyen de vivre plus intelligemment que ça. Il y a moyen de délibérer, de mettre en place des procédures dans lesquelles on peut, entre gens intelligents de bonne volonté, arriver à se mettre d'accord sur ce qu'il faut faire. Pourquoi je dois avoir comme seule perspective de lutter tout le temps? Ça ne m'amuse pas du tout comme perspective. Je préfère avoir comme perspective d'avoir des institutions démocratiques où on délibère
on tient compte un petit peu des besoins de tout le monde et surtout de l'intérêt général. Voilà. Ce que je veux, peut-être que je vais juste donner un exemple parce que sur toutes les choses de parti, je ne sais pas si j'ai dit, mais voilà, je suis membre du COMAC, du mouvement étudiant du PTB, donc je suis quand même convaincu, c'est logique qu'on fait un travail qui a quand même sens et c'est pour ça aussi que je trouve que voilà, c'est quand même possible d'avoir des organisations, et je trouve que c'est une structure, une partie, un syndicat c'est aussi une structure. Je crois plus dans les structures là, donc que dans le travail de sort. C'est ça la raison que je suis dedans. Voilà. Mais je vais donner un exemple de ce qu'on fait à Louvain par exemple. J'habite à Louvain et il y a des blocs de bâtiments sociaux. Et on a fait une pétition pour plus de logements sociaux. C'est très basique. Voilà, il y a 3000 personnes sur la liste en train de prendre de ça. Bon, Louvain vraiment peu de logements sociaux, on fait une pétition comme ça, on va porte à porte. Hein. Et voilà, 50% des gens ne parlent pas le néerlandais. Ceux qui parlent le néerlandais, ils ne savent pas écrire là. Bon, je peux leur expliquer qu'ils peuvent être tirés au sort, ils peuvent avoir un processus délibératif avec des gens de bonne volonté. Je pense qu'ils ne vont pas être intéressés. S'ils sont intéressés, je pense que quand ils sont avec des gens qui ont étudié, des avocats, ils vont dire, bon, moi je ne sais rien, tout ça, la politique, ça ne m'intéresse pas. C'est que tout ce qu'ils disent, tout en fait, la politique, ça ne m'intéresse pas. Et je ne crois pas que comme ça, on va faire de l'éducation populaire. Comme tu dis, moi j'utilise le mot émancipation, mais je crois qu'on peut dire la même chose. Je crois que, comme j'explique dans mon article un peu sur Gramsci, qui était leader aussi d'un parti, le Parti communiste italien, qui avait à ce moment 3 millions de membres, qui était un parti très grand avec beaucoup d'influence. On peut étudier aussi comment ça se fait que maintenant c'est plus comme ça et c'était quoi les fautes qui sont faites, mais je ne pense pas que le premier faute c'était un parti. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de mouvements qui ont été créés comme en Grèce, comme en Espagne. Il y a aussi des mouvements qui n'ont pas réussi non plus. Voilà, je pense qu'il y a un autre problème avec ça, mais Gramsci, ce qu'il explique, c'est dans la pratique que les gens font, pas seulement dans la pratique, mais c'est d'abord dans la pratique, et après, avec le lien d'une discussion idéologique, si tu veux, politique, que tu peux faire un processus d'émancipation. Par exemple, sur le racisme, voilà, il y a 50% des gens ne parlent pas le néerlandais, les autres 50% disent ben, les logements sociaux, oui, mais c'est quand même seulement pour les Belges. Hein. C'est tous les Belges, monsieur, j'essaie de les convaincre, mais si on fait la pétition et on va avec eux au conseil communal, et là, voilà, nous, ils ont tous signé cette pétition, eux, ils s'en foutent, quoi. Ils font un débat de 2 minutes, bon, on peut faire ça, c'est fini. Ben là, tu peux faire des clics, tu peux voir, ah, c'est quand même pas si démocratique. Nous, on fait tout un processus. Il voit aussi, ah, cette personne à côté de moi qui a peut-être une autre couleur, mais il a en fait le même problème. Je romantise un peu, ça ne va pas toujours comme ça, mais je pense que c'est comme ça qu'on va créer un rapport de force, une histoire d'éducation populaire, tout ce que tu veux. C'est comme ça que ça va marcher. Et je ne suis pas contre les structures pour ça. Et je pense qu'il y a c'est beaucoup mieux si ces structures s'opposent aux structures qu'on a maintenant, qu'on essaye avoir des changements dans les structures qui existent maintenant. Je trouve ça mieux
que les syndicats, qu'un parti comme PTB, pas tous les partis, mais aussi un parti comme les autres partis à l'Europe, s'opposent à le gouvernement et l'État en gros qui existe maintenant, qu'on va réformer maintenant avec des bonnes idées l'État comme existe maintenant. Je pense que ça va pas se passer. Ou ça va pas se passer, parce que bon, pourquoi ils vont le faire, ou ils vont l'utiliser pour légitimer leur politique, comme fait aujourd'hui la Commission européenne, pour clôturer sur ce qui est passé en Grèce. S'ils étaient tirés au sort, ils avaient les mêmes problèmes. Ça ne change rien. Si Syriza était tiré au sort, il faisait la même chose. Ce n'est pas parce qu'ils étaient élus, c'est parce que il y a un contre-pouvoir qui n'était pas assez fort pour combattre, je pense. Oui. Donc, merci à tous les deux. Je suppose que vous avez pas mal de questions et de commentaires. Tirage au sort. Et les assemblées citoyennes. La construction d'un programme, Voilà. Je trouvais que là, il y avait un peu une confusion. Pour moi, ce sont deux choses qui ne sont pas spécialement liées. Donc, je voudrais voir en quoi est-ce que vous faites un lien entre le tirage au sort, le choix des représentants d'un côté, et les assemblées citoyennes, la construction d'un programme, d'une décision ou quelque chose comme ça. Un deuxième point, c'est quand vous parlez du pouvoir limité des gouvernements. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça. Je le constate aussi, mais je trouve que c'est principalement parce que les gouvernements ne prennent pas le pouvoir. Ce n'est pas parce qu'ils ne l'ont pas, c'est parce qu'ils ne le prennent pas. Ça, c'est mon opinion, je voudrais entendre le vôtre. Et alors, concernant le tirage au sort, je ne suis pas fervent, personnellement, d'un tirage au sort directement d'un gouvernement. Mais par contre, je trouve que sur les listes électorales, on devrait avoir des citoyens tirés au sort, ou en tout cas une représentativité plus correcte, plus équilibrée de la population actuelle sur les listes électorales. Et après ça, je peux moi-même choisir qui sont, à mes yeux, les personnes les plus compétentes, les plus intéressées, les plus intéressantes, celles qui vont porter finalement ma voix dans un gouvernement où je me sentirai à ce moment-là un peu mieux représenté. Aujourd'hui, je ne peux pas choisir, je ne peux choisir que parmi des candidats imposés avec un programme imposé. Merci. On prend. Il y a déjà beaucoup de questions. On prend les trois d'un coup. Mais quand on parle de tirage au sort, on aurait peut-être dû effectivement approfondir la question, ou bien clarifier les choses. Moi, je ne parle pas d'un tirage au sort de représentants. Ça, c'est pire que de les choisir. Il vaut mieux les choisir que les tirer au sort. Le principe étant que si on donne un représentant, on lui donne mandat pour diriger les affaires. Pour moi, il n'est pas question de tirer au sort. Il n'est même pas question de les élire. D'accord ? Quand on tire au sort, en fait, l'idée, c'est quand même d'essayer par un moyen pratique, d'essayer de faire formuler par la population ses desiderata, ce qu'elle voudrait faire sur différents sujets, voire même qu'elle se choisit elle-même. Comme ça n'est pas praticable sur tous les sujets de consulter la population, X millions d'habitants en Belgique, c'est naturellement pas réaliste. L'idée, c'est de tirer au sort un panel de taille suffisante qui soit représentatif de la population, de la sociologie de la population, et ensuite de le mettre en situation de pouvoir s'informer, de délibérer, lui expliquer ce que c'est qu'une délibération, c'est de l'écoute, c'est de l'échange, et d'essayer d'arriver à former quelque chose. Ce n'est pas un combat de chartier, il y a des processus. Donc quand on parle de tirer au sort, c'est une méthode pratique, disons réaliste, d'essayer d'extraire un petit peu le contenu de ce que serait la vie générale. Étant donné que si le panel est suffisamment grand, représentatif et travaille de manière que je viens de décrire, je pense aussi que si on retirait
la semaine d'après, encore un panel de même taille, etc., on les mettait en situation, ils sortiraient probablement à peu près la même chose. D'accord? Parce que le processus conduira à ça. C'est dans ce sens-là que le tirage au sort peut être une manière pratique d'extraire l'avis de la population. Maintenant, sur l'interaction, c'est on en a parlé, mais finalement c'est quand même une boîte noire, cette affaire-là, encore pire qu'avec des personnes élues. Ça n'a pas besoin d'être une boîte noire. Je dirais les débats, les échanges, l'évolution de la délibération peut être aussi portée régulièrement via les médias, via les moyens qu'on veut bien donner, vers la population pour avoir un échange. C'est ce qui a fait, par exemple, a été fait en Irlande quand il y a eu des panels délibératifs sur la question du mariage homosexuel. Ils ont organisé les choses de cette manière-là. Je pense que c'était un panel mixte avec des élus et des personnes tirées au sort. Et c'est pas un panel mixte. Encore mieux, je dirais un panel alors tiré au sort, mais ils ont travaillé de cette manière-là. Ils ont eu, je dirais, il y a eu de la publicité autour de ça. Et à ma connaissance, les choix qui ont été passés avec un assentiment assez général de la population. Contrairement à ce qui s'est passé en France sur un sujet similaire où on a eu des manifestations de toutes sortes, et on peut comprendre aussi que si les gens ne sont pas impliqués d'une manière ou d'une autre, ils ont le ressentiment qu'on ne les écoute pas. Ça s'est passé de manière différente, mais on voit qu'on peut obtenir des résultats qui auraient d'ailleurs été sans doute difficiles et délicats à obtenir par des partis politiques qui ne savaient pas très bien en mettre le pied. Ils ont mis ça en place, ils sont quand même sortis avec quelque chose. Donc ça n'a pas besoin d'être une balle noire, ça ne doit pas être une balle noire. Simplement, il y a une question aussi d'éducation de la population à se dire, ok, ces panels travaillent, ils sortent finalement des résultats qui sont acceptables et globalement mieux que ce que j'ai via les élections, et je donne de la légitimité à ce type d'organisation et de délibération. C'est un processus qui prendra aussi du temps. C'est un processus, disons, éducatif. Donc, je pense que sur la question sur le tirage au sort, on a clarifié ça. Sur la question que les gouvernements ne prennent pas les décisions, ou plutôt qui ne veulent pas les prendre, il me semble quand même que dans une série de matières, prenons tout ce qui se passe au niveau des pensions, de l'indexation, des salaires, de la fiscalité, de plus en plus sur des matières naturellement importantes et fondamentales, de plus en plus, ces compétences sociales, ces compétences-là ont été transférées au niveau européen. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est eux qui les ont transférées au niveau européen. Et quand on leur pose la question aujourd'hui, ok, pourquoi vous faites ça? Ok, on doit respecter les injonctions de l'Europe. Vous les entendez dire ça tous les jours, je l'ai encore entendu aujourd'hui au niveau budgétaire. Les communes, oui, on veut bien, mais on est consulté par ça. Et sur les autres sujets, c'est à peu près similaire. Et d'ailleurs, l'Union européenne, tous les 6 mois, dans le contexte qui s'appelle le semestre européen, envoie des recommandations aux États sur ce qu'ils devraient mettre en place. Hein. Ce n'est pas imposé, mais c'est fortement conseillé. D'accord? Et les politiciens acceptent ça. Et je suis d'accord qu'ils pourraient prendre la décision de ne pas l'accepter, mais ils ont eux-mêmes mis en place des processus. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ils devraient s'opposer sur un système et un régime qu'ils ont eux-mêmes contribué à mettre en place? Donc ils se sont dessaisis, je pense. Ils pourraient faire plus, mais ils n'ont pas l'intention de faire plus. Et donc, sur une dernière chose en ce qui concerne le cas de Syriza, si le gouvernement avait été tiré au sort, on aurait été dans la même situation. Comme je dis, le tirage au sort est un moyen pratique de traiter X sujets sur l'année sans mobiliser sur la population. L'idéal serait de mobiliser toute la population.
en Grèce, la situation était telle que toute la population était, par la force des choses, impliquée et devait en parler, délibérer, discuter et finalement répondre à un référendum. Donc dans ce cas-là, si tu veux, il n'y a pas besoin de tirage au sort, puisque c'est la population entière qui là a été mobilisée et s'est manifestée. Donc la question là était de savoir, est-ce qu'il aurait fallu, disons, suivre le choix et la décision de la population, qui est un tirage au sort à grande échelle, enfin, si on veut, c'est vraiment la population entière qui s'est manifestée, ou bien est-ce qu'il fallait suivre le choix finalement du gouvernement représentatif. Et effectivement, si Syriza avait été, disons, Tsipras avait été tiré au sort, par chance, ou je ne sais pas comment il faut le dire, tiré au sort, il aurait pris la même décision. Ce n'était pas ça le sujet. Le sujet, c'est que là, on avait un truc grandeur nature, la population s'est manifestée, et Syriza, Tsipras s'est mis en travers, pour des raisons qui lui sont propres, bonnes ou mauvaises, mais il a pris sur lui de se mettre en travers du choix populaire. Et là, on voit très bien la différence que ça aurait pu faire de suivre, je dirais, une décision de référendaire, ou maintenant, finalement, de suivre la décision personnelle de Tsipras. Donc, c'est pas que le gouvernement des régions aurait autre chose, la population s'est manifestée à échelle complète, et ça n'a pas été suivi. C'est tout. Donc, le tirage au sort, c'est juste une manière pratique de prendre 10 décisions par an, parce qu'on ne peut pas se mobiliser comme on laisse 10 fois par an. Une fois tous les 2 ans, c'est tout cassé, c'est massif, c'est énorme. Ça prend une énergie folle. Est-ce que tu as quelque chose peut-être à répondre sur ces questions? Oui, je vais essayer d'être court, parce qu'il y a plusieurs trucs qui se mélangent. D'abord, sur le premier, c'est quoi le tirage au sort et le lien avec les représentants? Ouais, je pense qu'il y a la proposition de David van Rijbroek, c'est de faire un tirage au sort pour le Sénat. Et donc on a la chambre des parlementaires, le Sénat qui fait encore rien, et donc on peut on peut tirer au sort des citoyens là. C'est principalement ça. Et je pense qu'avec le débat sur le tirage au sort, c'est ça qui va se passer. C'est aussi ça qui se passe maintenant aux commissions européennes. C'est à ça que je m'oppose. Après, je pense sur la Grèce, alors on est d'accord. Ah oui, mais alors je trouve que le moyen, pourquoi pas toujours utiliser le moyen du référendum, de mobilisation, et c'est un parti qui a organisé le référendum, en gros. Après, le parti a fait un choix avec lequel je ne suis pas d'accord. Avant aussi, il y a des questions stratégiques qu'on va clarifier, avec lesquelles je ne suis pas d'accord non plus, sur ce que Syriza a fait. Là, tout le processus là, c'est un parti qui l'a fait. En Grande-Bretagne aussi, tout le processus démocratique, c'est Corbyn Sanders qui le fait. Aux États-Unis, le procès démocratique contre ceux qui, en gros, veulent acheter les élections, pour le dire un peu plat. Et donc, voilà, je pense que ce qui va passer avec les tirage au sort, ça va devenir un truc institutionnel qui va être aussi fondé par les partis. Bon, ou s'il ne va pas être fondé par les partis, bon, ça va pas être un truc institutionnel. Et alors, là, imagine-toi dans ton syndicat, par exemple, est-ce que c'est mieux de lire ton délégué ou de tirer au sort? Moi, je pense que je préfère c'est élu parce que là, il y a plus de discussions entre les gens. Ouais. Je pense que ce qui est proposé concrètement, c'est un truc institutionnel, un changement dans les chambres. Après, je trouvais ça une bonne question. Hein, est-ce que le gouvernement a le pouvoir ou l'a juste donné, ne le prend pas? Je pense qu'il n'a pas le grand pouvoir le grand pouvoir économique, c'est au grand multinational. Après, le gouvernement a aussi un pouvoir,
mais les gens là-dedans choisissent de servir dans le même intérêt que leur pote qu'ils connaissent en gros et qui après ils vont dans la même multinationale travailler. Est-ce que c'est possible dans ce système-là d'aller au contre de ces intérêts? Je pense que c'est très difficile. Je pense que c'est ça aussi la raison sur la Grèce. Pourquoi il y a beaucoup de partis qui, une fois qu'ils arrivent au gouvernement, ont une autre avis qu'avant. Parce que c'est très difficile et là on vient dans les structures, hein, de la manière que c'est structuré, d'utiliser ça pour des causes sociales ou pour la population. Je pense que c'est très difficile et c'est pour ça, en gros, qu'on a besoin de créer un contre-pouvoir qui peut remettre tout ce système en cause. Mais je crois beaucoup plus je pense que c'est ça la plus grande divergence entre nous, c'est les institutions démocratiques, toujours dans l'histoire, ont été le résultat d'un processus social. Les syndicats sont fondés comme ça, toute autre chose est fondée contre la mesure du gouvernement flamand. Les partis sont fondés comme ça. Ils sont le droit de vote. Tous les acquis démocratiques sont construits, ils ne sont jamais inventés par une personne qui avait une bonne idée. À un moment, il y a quelqu'un qui le dit, hein, mais ils ont toujours été le résultat d'un mouvement social. Et je pense, s'il y a un mouvement social, il y a des structures qui vont se créer, comme il y a toujours eu dans tous les mouvements sociaux dans le passé. Je crois plus à ce truc-là qu'à un nouveau concept. Tu peux répondre très rapidement à ça? Je vais très vite sur la liste. Ta proposition sur la liste, hein, de tirer au sort les gens sur la liste. Par exemple, je trouve ça très bien que c'est pas comme ça, par exemple au PDB. Pourquoi les gens qui sont élus au PDB, comme ça tu sais que si tu votes, il va faire ce que nous, par la démocratie interne, délibérative, tout ça, dans le parti, et décider. On fait des congrès avec des élus, avec beaucoup de discussions. C'est pas parce qu'il y a une personne dans le Parlement qui vient du parti qui va faire le contraire. Non, nous, dans la démocratie interne, on propose un programme, ce ne sont pas les élus qui vont décider de faire quelque chose d'autre. On ne va pas juste le tirer au sort, on va décider ensemble c'est qui va faire quoi. On va aller uniquement interne et tout ça, si on tire au sort, ça ne va pas se passer comme ça. Non. Si je peux juste réagir, parce que là on vient un petit peu, si tu veux, au nœud de la question. Tu dis, bon, s'il y a un Sénat, ça va être un machin créé par les partis, ce sera un truc institutionnel de plus. Et évidemment, ça ne peut pas être créé par les partis. Évidemment. D'accord? Ça doit être une chambre, dans ce cas-là, tirée au sort, qui sera totalement indépendante des partis. Comme le Parlement aurait dû être indépendant du gouvernement, il ne l'est pas. Ok? Ici, on aurait maintenant peut-être l'opportunité de il y a une place libre où les gens n'ont rien à faire, on pourrait peut-être en faire quelque chose. C'est juste une opportunité d'utiliser cette chambre-là pour la tirer au sort et laisser les gens faire un processus comme ceux qui ont été décrits. Et naturellement, après, je dirais, la question politique, ce sera de confronter les choix qui vont sortir du Sénat et les choix qui sortent du gouvernement. Et ensuite, petit à petit, la question politique deviendra, qu'est-ce qu'on choisit? Est-ce qu'on choisit ce que propose le gouvernement, mais on sait depuis des années les déceptions que ça apporte, ou bien on pense que finalement, ce Sénat tiré au sort apporte des choses plus davantage dans l'intérêt général. Et bien entendu, ce machin doit être indépendant des partis, et ça ne va pas être quelque chose qui va sortir il y aura un combat politique. Évidemment, mais je dirais cette chambre-là ne peut pas être par les partis, elle va faire émerger les questions.
Et ensuite, le combat politique va être là-dessus. Et il y aura des luttes, évidemment, ça ne va pas se faire tout seul. Mais s'il y a une occasion, une opportunité de créer quelque chose par ce moyen-là, moi je pense que toutes les raisons de mettre en place des panels tirés au sort et délibératifs sont bonnes à prendre. Si on a les moyens, parce que ça prend de l'énergie. Et ensuite, petit à petit, si ces panels font la démonstration de leur pertinence, ce que je crois, alors il y a un mouvement, effectivement, à créer et qui va peut-être se créer derrière ça. Mais plutôt que de mettre des gens en place, leur donner le pouvoir et ensuite passer son temps à manifester, ce qui aujourd'hui est nécessaire, tentons aussi une autre manière de faire des décisions et mettons à un moment donné de l'énergie. Effectivement, il faudra l'énergie des masses sociales, ça c'est évident. Mais je ne vois pas pourquoi on ne doit pas se donner cette perspective-là. Sur le reste, on est d'accord, sur les luttes, les rapports de pouvoir, les corruptions, les revolving doors, les gens qui passent de la politique à tout ça, on est d'accord. Je dis simplement que pourquoi ne pas essayer le système de panel citoyen? Si ici, ceci, quand je regarde, ok, je suis d'accord à 80%, mais 80%, c'est beaucoup mieux que 40% de ce que le gouvernement fait. D'accord? Si on fait ça 10 fois et qu'on communique et que les gens voient ça, on peut créer un mouvement social pour dire, et c'est vrai qu'aujourd'hui, constitutionnellement, ce n'est pas possible, mais ça va devenir un objet politique, on va dire maintenant, on préfère finalement ceci, et le combat peut aussi se mener là-dessus. Une petite remarque avant d'intervenir. Il est 9h15. C'est très long. Il y a une intervention dans le public de 5 minutes. Vous avez pris le micro pendant pratiquement 1h40. Oui, c'est ça. Vous prenez la participation, prenez la démocratie, et déjà ici, moi ce qui m'intéresse, parce que j'avais très bien compris votre positionnement chacun, vous ne occupez pas à débattre devant nous, mais c'est beaucoup plus intéressant, plus riche, d'avoir aussi les intervenants derrière, et d'avoir cette dynamique au niveau de l'ensemble du groupe dans lequel vous êtes aussi. Voilà, petite remarque pour un en particulier, s'il vous plaît. Je la fais en passant. Juste deux petites remarques, alors je vais être très court, parce que bon, on n'a pas plus beaucoup de temps. Je vais montrer l'exemple. Donc, j'aime beaucoup. On a quand même jusqu'à 10 heures à peu près. Non? Oui, mais voilà, il nous reste 3/4 d'heure, alors vous avez vu, vous, à deux prix, le double. Et donc j'apprécie beaucoup les deux livres que tu recommandes, Franco. Et je proposerais à notre ami de lire au moins le plus petit des deux, là, le jaune. Il parle beaucoup de toute la polémique que vous avez actuellement, et donc ça aurait été plus intéressant qu'il le lise avant. On aurait peut-être pu aller un peu plus loin dans la polémique. Alors, moi je trouve dommage qu'on a résumé un petit peu trop le propos entre tirage au sort et démocratie de type délibératif ou direct. Hein, donc, alors d'un côté, on avait un peu l'impression que notre ami défendait l'approche plutôt particratique, et toi plutôt l'approche, je dirais plutôt, hein, je ne dis pas, je caricature un peu parce que je n'ai pas beaucoup le temps pour détailler, mais c'est un petit peu l'idée. Alors, je ne sais pas si tu sais, mais dans le bouquin de Van Reybrouck, d'emblée il dit que le titre ne correspond pas à la réalité de ce qu'il a écrit. Donc, il a écrit donc contre les élections, et en fait, à l'intérieur du bouquin, il n'est pas contre les élections. Et il explique pourquoi. Donc son éditeur, pour faire un titre accrocheur, a préféré lui proposer ce titre-là. Et il a accepté un petit peu contraint. D'où mon étonnement lisant Van Reybrouck. Et là, je rejoins assez bien la critique que tu fais sur le positionnement de Van Reybrouck. Depuis lors, et la semaine dernière, enfin il y a une semaine ou deux, il a participé aux émissions de la RTB à la radio. Et le dernier épisode, l'épisode 8 que je vous recommande d'écouter, il a un positionnement qui se rapproche finalement du tien. Et donc, il y a vraiment un changement dans son attitude, parce que je suis assez d'accord, quand je vois le G1000, moi j'ai aussi un peu l'impression qu'on est toujours en social-démocratie ou en démocratie libérale. Fondamentalement, on raisonne le même système. On va l'accommoder un petit peu avec une série de propositions, hein, mais qui ne remettent pas en question fondamentalement les choses. Là, je suis tout à fait d'accord, ça fait un peu une grosse foire, ou comme un café de commerce où tout le monde parle un petit peu dans tous les sens. Je préfère, et la proposition que tu défendais, est celle de la Convention citoyenne, hein, qui est vraiment, pour moi, un très bel outil,
et qui a été utilisé d'ailleurs en Irlande et en Islande, et qui pour moi est un très très bel outil. Alors, je termine juste pour dire une chose encore. La démocratie, et c'est intéressant de rappeler d'où elle vient, de la Grèce antique. Dans l'Antiquité grecque, la démocratie ne fonctionnait pas uniquement avec le tirage au sort. Le tirage au sort n'était qu'un élément de cette démocratie. Elle était aussi élective pour certaines choses. Elle était beaucoup plus complexe et beaucoup plus intéressante et rencontrait vos remarques et vos objections à tous les deux. Et donc, c'est intéressant aussi de bien savoir de quoi on parle et de revenir vraiment sur le b.a.-ba, pas simplement dire démocratie, tirage au sort et puis c'est terminé. Voilà. J'ai eu deux petites expériences très concrètes, anecdotiques. Si j'ai encore le temps, je pourrais en parler. De deux expériences très concrètes qui sont passées dans le sens de ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais je laisse la parole aux autres. Oui, bon, moi, voilà, bon, moi, je veux dire que, à un moment donné, je pouvais dire que j'étais un peu monocrate du tirage au sort, pour dire ça comme ça, un peu autocaricature, je peux dire ça comme ça. Cela dit, bon, je vais quand même signaler, par rapport au tirage au sort, un thème où, disons, là, il y a eu en même temps une sorte de convention citoyenne ou un jury citoyen et une sorte d'opposition populaire forte, c'est le cas des OGM. Parce qu'en France, il y a eu, à un moment donné, un jury citoyen, donc c'était plutôt judiciaire qui faisait ça, à Paris, donc qui s'est positionné sur la question des OGM, c'était contre. Et à côté de ça, il y a tout un mouvement social, politique, écologique qui s'oppose aussi aux OGM. Ça n'empêche pas les lobbies, la Commission européenne, etc., de forcer les OGM à la culture des OGM plutôt, parce que c'est ça qu'il s'agit surtout d'une manière ou d'une autre. Donc on est effectivement obligé de construire un rapport de force, si on peut dire ça comme ça, dans l'affaire. Donc c'est un exemple qui me vient. Pour ce qui est du G1000 aussi, et de l'allocation universelle revenu de base, je pense qu'il faut aussi considérer qu'il y a deux éléments négatifs, même peut-être trois qui sont intervenus d'une certaine manière. C'est bon, le fait bon, qu'il y a eu quand même une personne qui a parlé sur cet état-là était vraiment Philippe Valparaiso, vraiment pour l'allocation universelle, et ça a joué dans la libération, je crois qu'il y a manqué de contradicteurs, donc c'est toute une question d'organisation de ce genre de choses, et ça prend du temps, et il n'y avait pas finalement beaucoup de temps pour discuter toute une série de problèmes au G1000, donc ça fait partie des améliorations, mais ça demande aussi des moyens, ce genre de choses, ça c'est tout à fait clair. Donc voilà, c'est aussi une formation, à la limite formation pour voir les choses de manière plus globale que ce que le G1000 a fait. Bon, je veux dire, pour moi, je suis plutôt positif dans la mesure où, compte tenu dans les conditions où ils étaient, ils ont plutôt fait du bon travail. C'est-à-dire, je crois que c'est largement améliorable, quoi. Donc voilà, moi je parlais de monocratie dans la mesure où, bon, j'estime que peut-être plusieurs systèmes peuvent coexister pour que ça fonctionne mieux, qu'on soit vraiment dans une vraie démocratie. Mais on ne fonctionne pas dans une monocratie parlementaire en Belgique, parce que bon, il y a quand même un pouvoir monarchique qui existe, donc qui existe pour nominer le formateur, l'informateur, etc. D'ailleurs, il y a, moi je crois que ce sera la convention qui décide de qui est informateur et formateur. Un autre exemple où là vraiment il y a un problème de conflit d'intérêt, c'est quand il y a les assemblées sont élues, qu'il y a la contestation, c'est l'assemblée élue qui décide si c'est bon ou pas de refaire éventuellement une élection s'il y a des problèmes. Là, ça devrait être éventuellement une convention ou un juriste rien qui déciderait de ça. Personnellement, je suis pour combiner deux systèmes, c'est le tirage au sort et l'élection sans candidat, parce qu'il y a aussi beaucoup de défections. L'élection sans candidat, c'est hériter de la sociocratie, c'est de voir un peu des gens qui se réunissent et qui est-ce qui est le plus compétent, le plus qualifié dans le groupe pour, disons, prendre des décisions à un niveau supérieur. Enfin, pour tout ça, ça doit être élaboré, ça doit être discuté, éventuellement référendum aussi. Bon, référendum en Suisse, s'il y a des problèmes, c'est parce qu'il n'y a pas d'imitation de dépenses électorales de différents groupes d'opinion. Donc il y en a qui influencent plus que d'autres. Donc ça c'est leur système qui doit être amélioré. Ça se passe aussi au Venezuela. Malheureusement, le Venezuela va très mal en ce moment. Donc voilà, et Chavez à un moment donné a été mis sur la touche. Les gens
ont voté contre la révocation de Chavez. Donc là, il y a aussi la révocation quatrième. Voilà, je dis c'est toute une série d'éléments, mais pour moi, je pense que par expérimentation successive, on arrivera à une vraie démocratie et pas l'oligarchie qu'on connaît actuellement. Voilà. Vous pouvez expliquer la différence de convention citoyenne? Moi, je l'ai dit, j'entends tirage au sort, j'entends convention citoyenne. C'est ce que tu as expliqué. C'est exactement ce que tu as expliqué. Quand on parle de tirage au sort... pardon. En fait, on ne sait pas de quoi on parle. Oui, tout à fait. C'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense, parce que comme tu le disais, l'amalgame, très souvent, la démocratie telle que les Grecs la pratiquaient, c'est à travers, effectivement, le tirage au sort. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est un des éléments, mais l'intérêt qu'il y a derrière. Je vais juste répondre à ça. La définition. Là, je comprends ce qu'il dit. Ce monsieur, oui. Le tirage au sort, je suppose qu'on tire 500 personnes au sort, on les forme, on indique le pour et le contre de la question, et puis ils votent. Et vous venez avec convention citoyenne. Alors ça marche comment? C'est différent, c'est la même chose, soyez concret. Oui, mais je ne sais pas. Moi, je parlais du tirage au sort. Oui, moi je comprends ça, mais si vous parlez d'autre chose, alors c'est quoi? C'est différent, c'est la même chose? Donc, actuellement, le seul type de tirage au sort qu'on pratique, c'est celui qui a été expliqué tout à l'heure par Franco. Il n'existe pas un autre modèle que celui-là. Alors, c'est ça, et donc c'est ce qu'il a expliqué. Oui, tout à fait, c'est ce qu'il a expliqué. Vous avez dit que c'était différent. Oui. Et donc, quand on parle, donc je disais simplement qu'il fallait être très précis quand on utilisait un terme. Quand on parle de tirage au sort, le tirage au sort premier, ben, c'est celui qu'on explique tous. Voilà, il y a des gens qui veulent participer à une décision, il y a 100 personnes, on peut travailler avec 100 personnes, on peut travailler avec 10, pour que ça fonctionne un temps soit peu, et donc on va tirer au sort 10 personnes qui vont effectivement prendre une décision, ou en tout cas participer à une prise de décision. Ça, c'est le b.a.-ba du tirage au sort. Mais derrière ça, il y a le gros problème, c'est de l'information, de la compétence, etc., qui est critiqué. Et ce sont tous des billets qui risquent alors d'avoir un résultat qui n'est pas du tout celui qu'on attend. D'où le système des conventions. Je peux avoir la même question sur les parlementaires. La plupart des parlementaires sont des juristes, ne sont pas des fiscalistes, ce ne sont pas des gens spécialistes. Ils ont une seule... La représentation du parlementaire aujourd'hui, c'est 70 ou 80% de juristes. Ils doivent délibérer d'un tas de sujets sociologiques, fiscalistes, etc. Ils ne sont pas plus compétents que vous et moi, monsieur. Tout à fait. Alors pourquoi vous faites une montagne finalement de ce qui existe depuis 50 ans? Alors là, je ne comprends pas très bien, expliquez-moi. De quoi? Vous avez dit que les citoyens n'est pas plus compétents, il faudrait qu'ils soient plus compétents que les parlementaires. Mais le parlementaire n'est pas compétent. Il n'est pas plus compétent que vous et que moi. Il faut regarder, la plupart sont des juristes, sont des avocats, sont des gens. Et puis ils doivent décider de l'agriculture, ils doivent décider de fiscalité, ils doivent discuter de famille, ils doivent discuter. Mais ils n'ont pas ces compétences. Je ne vois pas où on fait tout ce problème. Et finalement, comme il dit très justement, le bon sens du citoyen, alors qu'on va lui expliquer pendant 2 jours, finalement, ils mettent de côté ses intérêts personnels, il n'en a pas dans ce cas-ci, les agendas cachés, il n'en a pas, il peut être beaucoup plus libre. C'est la première fois qu'on peut avoir ce genre de site par ce système-là, c'est la première fois qu'on peut avoir ce système. Alors essayons-le, comme il dit. Parce que les agendas cachés, les intérêts et tout le reste, c'est ça qui finalement pourrit tout le système. Alors bon, moi je dis, essayons, parce que finalement, moi la seule chose que j'ai pu lire là-dessus, c'est sur Louvain-la-Neuve. Il y avait l'extension du projet de et finalement, ils ont fait un G100, l'esplanade, ils ont fait un G100, les 100 se sont réunis, ils ont écouté pendant un jour les gens qui sont pour et un jour les gens qui sont contre, plus ou moins, je ne sais pas très bien comment ça s'est passé, puis ils votent. Et on s'est rendu compte que 75% sont contre, alors que le bourgmestre, qui est écolo, il est pour. Expliquez-moi un peu comment. Puis alors le bourgmestre s'est fâché, il fait un référendum. Il dit, on n'a pas suivi, je vais faire un référendum, c'est des imbéciles de citoyens, ils n'y comprennent rien. Il fait un référendum, 75% sont contre. Alors là, il est un peu, évidemment... Alors pourquoi pas faire confiance? Il y a eu des tas d'expériences. Je trouve que l'Irlande, c'est un sujet extraordinaire. L'Irlande, ils n'auraient jamais osé aller passer le mariage gay. Le Premier ministre, il a dit, si j'avais dû le faire passer, ça m'aurait pris 10 ans.
Maintenant, j'ai pu le faire passer parce que légitimement, les citoyens étaient pour. On a dit, mais c'est pas nous, c'est les citoyens. Qui peut aller contre cette décision-là? Oui, bien. Juste deux petits billets par rapport à l'esplanade que je vous donne de nouveau pour montrer comment c'est pas si évident ça non plus. Donc en fait, au départ, le référendum était consultatif, donc pas restrictif, donc il n'était pas obligé de le suivre. Et dans ceux qui s'opposaient à l'extension, il y avait aussi une frange importante qui disait, oui, bon, est-ce qu'on sait de quoi on parle vraiment? Les gens qui disent non à l'extension, est-ce qu'ils savent pourquoi est-ce qu'ils disent non de manière... Attendez, non, attendez. La discussion, mais ce qui est intéressant, justement ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un débat, c'est qu'il y a eu une information, et donc les gens finalement ont voté en connaissance. C'est important. Et donc on revient au système de la Convention citoyenne. Vous voyez, par ce biais-là, et finalement, il a dit que c'était consultatif, mais vu que son référendum, c'était évidemment 3/4 de gens qui étaient pour, ben, il a cédé et il a accepté. Voilà. Donc il y a une belle pression par ce biais-là. Et c'est pour ça que j'invite ce jeune homme, tiens, je le comprends, mais d'un autre côté, on n'a jamais testé ça avant, et quand il dit que le pouvoir ne prend pas son pouvoir, mais il y a quand même, je sais pas moi, le budget de l'État belge, c'est quoi? C'est 200 milliards de francs belges? 200 milliards? C'est quand même 400. Non, pas 400. C'est le PIB, ça. C'est le PIB. 430, c'est le PIB. Le budget, il doit faire 200 milliards, la moitié. 200, mais il y a une moitié à peu près qui est de la Sécu. C'est pas vraiment un budget de l'État. Ça, c'est beaucoup, là. La moitié, non, c'est énorme. 22%, 23% du PIB. C'est énorme. 80 millions, 80 milliards. Et alors, il y a 120 milliards. Il y a 120 milliards. C'est quand même pas 2 francs 50. Ils le décident quand même où ils vont le dépenser. Et ce serait intéressant de demander aux citoyens de faire un camembert et de dire, est-ce que vous êtes encore pour un déficit? On peut demander à 1000 personnes, c'est des questions que tout le monde peut comprendre. Hein. C'est du simple bon sens, comme je dis. Il ne faut pas avoir fait 10 ans de solvay pour savoir si oui ou non on veut un déficit ou on ne veut pas un déficit. Hein. Moi, je sais comment je gère mon argent, vous le gérez, tout le monde le gère. Vous voulez un déficit ou pas? C'est tout, c'est des simples questions de bon sens. Et puis dire, vous voulez le dépenser combien le camembert? Combien dans la Sécu, combien ici, combien là, combien là? Faites-nous une proposition. Chacun vient défendre. Mais le citoyen, tous les jours, il dépense son argent. C'est ce qu'il fait le plus souvent de sa vie. C'est sa première occupation, il dépense tous les jours. Et puis on va dire, il ne s'est pas dépensé là. Vous savez, ça me fait rigoler, quoi. Qu'on essaye, qu'on voit. Mais pourquoi il ne veut pas donner la chance aux citoyens? Ça, je ne comprends pas très bien, parce que le PTB et tout, moi, je n'ai rien contre, hein, tout ça, ce sont des débats et tout ça. Mais tout le monde n'a pas envie de faire une révolution. Hein. Il y en a qui ont envie de faire une évolution. Parce que aller trop vite, ça peut coûter fort cher au bout du compte. Hein. Ça peut peut-être être pire que ce qu'on a maintenant. Et ça, peut-être que dans votre calcul, que je comprends, il faut évoluer. Mais évoluer, ça ne veut pas dire tout changer du jour au lendemain. Parce que ça, moi aussi, en tant que citoyen, je suis pour l'évolution, mais pas pour on va casser la baraque. À propos en Suisse, les gens, par un référendum, le maintien des impôts existants. C'est quand même pareil. Ok, on donne droit de réponse à CP. Je pense qu'il y a un peu de confusion. Je suis à 90% d'accord avec ce qu'il vient de dire. Je ne suis pas aussi avec ce monsieur. Moi, je ne défends pas le système comme il existe maintenant. Hein. Je pense que je suis plus contre les élections que Van Rijbroek, pour le dire comme ça. Voilà, je suis plus opposé au système comme il est maintenant, comme Van Rijbroek. En gros, la critique sur Van Rijbroek, c'est en gros, il ne met pas en question assez le système comme il est maintenant. Je suis d'accord que bon, je pense qu'il y a comme j'ai expliqué aussi, un processus d'émancipation qui est nécessaire, mais en général, je suis d'accord que les citoyens peuvent aussi bien prendre les décisions que les parlementaires. Avec tout ça, je suis d'accord. Avec un référendum, je suis pour que les référendums sont contraignants. Ouais, c'est ça, contraignants. Je suis pour qu'on. Je pense que c'est une question de stratégie. Et là, tu parles de révolution ou changement petit à petit.
je pense que la question est un peu plus profonde, c'est surtout comment on arrive au changement. Et je pense que si tu mets... Je suis par contre à essayer de tirer au sort les gens, mais je pense que stratégiquement, c'est plus intéressant d'avoir un contre-pouvoir qui est basé sur les intérêts communs et bon, aussi une idéologie qui vient de ces intérêts communs. Et que les gens que je viens d'en parler dans les bâtiments sociaux, comme est passé au G1000, là, il s'appelle comment ce type qui est pour le revenu de base, Franck Barès. Voilà. Lui, il est pour, les autres, c'est lui le professeur, voilà, on est pour aussi. Et si on a. J'ai peur que ça, ou ça va être institutionnel, ou ça va. Si tu veux aller à l'encontre, peu importe si c'est petit à petit ou c'est un grand bouleversement, si tu veux aller à l'encontre de ce qui existe maintenant, tu as besoin d'une structure basée sur quelque chose qui veut aussi prendre le pouvoir là où il est. Et c'est là que je pense que si on met maintenant notre énergie dans dans le tirage au sort, on essaye un peu, je pense qu'on perd un peu d'énergie. C'est ça. C'est pas que je suis contre les citoyens dont font. Oui, je voulais juste rajouter un mot sur l'exemple concret du coup du G100 Louvain-la-Neuve pour avoir été dans les organisateurs. En fait, il y avait déjà tout un débat entre des franges précises de la population et différents, disons, intérêts pour et contre, et on n'entendait que cela. On n'entendait que le groupe citoyen tout à fait contre l'esplanade, on n'entendait que les représentants des commerçants qui avaient leur point de vue, que les représentants, justement, des entrepreneurs du centre commercial qui mettaient des grandes publicités pro-extension. Et en fait, l'intention de ce G100, c'était de se dire qu'est-ce qui se passe si on prend des gens très diversifiés, pas ceux qu'on entend tout le temps pour dire qu'ils sont tout à fait pour ou tout à fait contre, et des gens qui ne font pas partie de groupes d'intérêt ou groupes de pression, et qui discutent ensemble. Mais ce qu'on a peu dit ici, c'est qu'effectivement, il y a de facto des rapports de domination qui existent dans la population et ils se retrouvent dans un groupe de personnes tirées au sort. Et donc, sans que ce soit parfait et sans l'idéaliser, il y a à ce moment-là des animateurs, des facilitateurs qui ont uniquement pour rôle de réduire les rapports de domination et de veiller à une prise de parole égalitaire, à faciliter l'expression de parole par différents mécanismes. Je ne dis pas que c'est parfait, mais là, sur les 100, on a évidemment découpé ça en 12 petits groupes d'environ 8 personnes. Parce qu'à 8, on peut s'exprimer mieux qu'à 100. Et alors, pour l'information, effectivement, c'est souvent un problème. Dans ce cas-là, il y avait 3 intervenants pour, diversifiés, et 3 intervenants contre, diversifiés, avec un minutage exactement le même à la seconde précis. L'un ou l'autre a voulu dépasser, ils étaient prévenus, le micro est débranché. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il y a plein de mécanismes qui risquent d'influencer. Ce sont les gens eux-mêmes qui essaient de convaincre les autres ou il y a des gens extérieurs? Il y a eu 6 personnes extérieures qui représentent clairement alors du coup un point de vue. Par contre, avant ça, ils ont déjà, les personnes entre eux, discuté en petits groupes. Donc ils se sont aussi échangés. Maintenant ici, clairement, ils n'avaient pas de pouvoir. Les gens tirés au sort, ils ont simplement pu produire. Non seulement ils ont voté pour contre, mais ils ont même nuancé plutôt pour, plutôt contre, pourquoi pour, pourquoi contre, et tout ça a été envoyé après à toute la population par un toute-boîte. L'idée était bien de donner une information autre que les informations qui passent d'habitude, pour montrer en fait qu'après une journée de réflexion, on arrive à quelque chose, on espère, d'intéressant et de plus réfléchi que quand on est déjà dans un... Enfin, en tout cas, parfois quand on a un groupe qui a déjà une opinion toute faite en fait. Voilà, mais après, c'est plus intéressant s'ils ont directement le pouvoir, et alors, c'est autre chose. Ici, c'était un peu des petits moyens, de l'expérience, et un effet. C'était pas oui, non,
Ah non, il devait dire plutôt pour, plutôt contre, pas d'avis. Et alors, dernière chose, un chiffre que je trouve intéressant, c'est qu'un peu plus d'un tiers des gens, soit avaient un avis et ont changé d'avis, soit n'avaient pas d'avis et avaient un avis après. Donc, tout le monde n'a pas, ben moi je sais déjà, et à la sortie, il n'y a rien qui change. Non, plus d'un tiers des gens ont changé. Voilà, c'est juste quelques précisions pour donner un peu de concret sur une petite expérience qui a eu lieu. Merci. Oui, en fait, monsieur ici me coupe un peu l'herbe sous le pied, il le fait bien, donc je m'incline. Je vais peut-être juste... je voudrais juste dire que, comme je l'ai dit un peu en dehors du micro, j'ai l'impression qu'on est parti sur des bases où on parlait pas de la même chose. Donc, on aurait peut-être dû reprendre d'abord le b.a.-ba, c'est-à-dire quelle est la proposition, c'est quoi le tirage au sort, c'est pas la loterie nationale, c'est un système politique, ou d'un élément de système politique, dans quoi est-ce qu'on pense que ça pourrait s'inscrire, et à ce moment-là, peut-être qu'on aurait développé déjà plus une idée commune de ce dont on est ici pour parler. Parce que quand j'entends monsieur, j'ai souvent l'impression qu'il dit « Oui, mais le tirage au sort, les assemblées citoyennes, c'est décidé comme ça, n'importe qui va décider n'importe quoi. » Je caricature un peu volontiers, hein, c'est pour l'image. Mais donc, vous avez j'ai noté quelques-unes de vos phrases qui dit clairement, en fait, le citoyen, il va décider un peu rapidement, c'est un peu ça. Mais non, non seulement il va pas décider rapidement parce que on est sur un temps plus long probablement que les G100, G1000, etc., en fonction de l'importance des décisions. Si une décision est capitale, on peut même envisager de faire un référendum, c'est tout à fait souhaitable, hein. Et donc, dans ce cadre-là, on utilise le temps long pour que un groupe de gens puisse petit à petit évoluer, changer d'avis, évoluer vers une compréhension commune d'une situation et à ce moment-là prendre une décision lorsqu'ils sont bien informés.